Salut à tous, petit retour des vidéos sur NBA 2K22 sur cette chaîne avec évidemment le mode de jeu qui m'intéresse le plus. On a une partie avec les Warriors, avec les Sixers, vidéos qui suivront, hein, bien sûr, les choses avancent malgré un petit break que j'ai été obligé de prendre. Et sans cela, bah, vous le voyez ici, une équipe qui m'a beaucoup intéressé jusque-là. Je m'étais sauvé un My League, commencé maintenant, pardon, quasiment au tout départ de cette saison IRL. Euh, la blessure de Patrick Williams m'a pas mal refroidi, je vous l'avoue, et c'est pour ça que je me suis finalement rabattu sur autre chose que je vais proposer ici. On va faire un petit tour, en fait, vous donner mes modestes impressions et pour échanger un petit peu, pour ceux que ça intéresse, sur tout ça. Allons-y, on va prendre mes petites options de My League. On va juste vérifier que les blessures, c'est à quel endroit que je vais être certain des blessures. Voilà, utiliser les blessures d'effectifs avec, ça je trouve ça très important. On verra ce qu'ils nous mettent pour Simmons, pour Irving, problème personnel peut-être. On va voir. On va voir ça tout de suite, c'est parti. On est en superstar, on change rien par rapport à ce que j'ai déjà montré. Alors, un tout petit tour avant de démarrer. Du côté des Sixers, il y a eu des petits problèmes de blessure pour Jojo Embiid. Et puis il y a le cas Ben Simmons. Alors, celui-là, tant qu'il ne sera pas réglé, je peux vous dire une chose, c'est que ça se passe mal au final et qu'il va falloir trouver une solution avec ce joueur. C'est compliqué. C'est compliqué. Pour ce qui est des Milwaukee Bucks, on sent qu'il y a une série positive qui est en train de se mettre en place. Les Bulls ont été à hauteur d'un bon début. Et honnêtement, j'ai envie d'en voir plus. Les Cavs, mine de rien, c'est une équipe qui se bat et qui a une forme de cohérence et qui fait plaisir. J'aime bien l'association des big men, là, elle me fait kiffer. Hein. Mobley, avec des fois un peu de Kevin Love en rotation, et puis Jarrett Allen, quoi. Ça, je trouve ça assez beau de faire ça en 2021 en NBA. Du côté des Celtics, on est toujours dans le... Désolé du terme, hein, mais on est toujours pour moi dans le gloubi-boulga. C'est un peu du grand n'importe quoi et ça me déçoit énormément parce que j'adore cette franchise et j'adore certains joueurs qui composent cette équipe. Clippers, pareil, c'est gloubi-boulga. À chaque fois que je vois un match des Clippers, j'ai la nausée. Quand je vois Reggie Jackson qui se prend pour Steph Curry, bon, il fait des bons matchs, hein, il fait pas une mauvaise saison, hein, Reggie Jackson, mais il faudrait qu'il sache un petit peu se rester à sa place et j'aime pas. Par contre, j'aime voir ce que je vois de Zubac. J'aime bien ce que fait Zubac. Ja Morant, on va voir pour combien de temps la blessure. Côté des Grizzlies, mais en tout cas, ce qu'il montre n'est pas dégueulasse. Hein, les Grizzlies, c'est une équipe intéressante. Les Hawks semblent aussi reprendre un petit peu du poil de la bête par rapport à un début qui était un petit peu raté, mais là aussi sur la longueur, on peut leur faire confiance. Il n'y a pas de problème particulier. Du côté du Miami Heat, j'apprécie ce que je vois, même si je trouve que du côté du poste 4 par moment, c'est un petit peu léger et qu'on a complètement perdu notre Victor Oladipo, hein, qui avait re-signé au minimum et qui est un peu aux antipodes de ce qu'on a pu connaître. On aimerait le voir jouer en fait au basket. Pour ce qui est des Hornets, évidemment la Melo Ball est très hypant et l'équipe autour ne se comporte pas mal, donc le projet continue à prendre forme. Le Jazz est une équipe tellement solide qui, elle, par contre, fait plaisir à voir sur la cohérence globale. Et voilà, quand on voit un match des Jazz, en général, on s'ennuie pas beaucoup. En tout cas, c'est pour moi. Les Kings, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on continue dans le grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on choisit les matchs. Et puis bon, bah il y en a un, on a envie de le cocher. Et puis il y en a un autre, bah on va un peu jouer en dilettante. Ça, c'est un petit peu dommage. Il y a un entraîneur qui a sauté également. C'était peut-être salutaire également de virer Walton. Les Knicks, une grosse déception pour moi cette saison. C'est pas parce qu'il y a quelques coups d'éclat par moment que j'efface cette impression. Pour moi, c'est quand même
une alchimie qui a du mal à prendre. Les Lakers, on a aussi un peu de mal avec l'alchimie, il y a eu des blessures. On voit qu'en fait, dès que LeBron James n'est pas là, c'est quand même plus tout à fait pareil. Alors que normalement, avec Anthony Davis et Russ West, on devrait pouvoir espérer autre chose. Donc, une équipe qui va progresser au fil de la saison, certainement en tout cas. Au Magic, ça tank. On aimerait bientôt revoir sur les parquets Markel Fultz. Et on aura John Isaac qui va être là peut-être dans quelques semaines. Hein. Il a repris une forme d'entraînement. Après, ça tank copieux. Hein, et pourquoi pas. J'aime l'association Carter Junior à l'intérieur. Carter est associé avec Mo Bamba, en tout cas sur une bonne partie des matchs qu'on a vus jusque-là. Et ça, je trouvais ça vraiment cool, en fait. Les Mavs, ça suit son cours. Pas grand-chose à dire. On a toujours Luka, et puis tout roule, en fait. Même s'il ne faut pas s'attendre à avoir un top 3 bilan de l'Ouest, à mon sens, puisque rien n'a vraiment changé. Les Nets, honnêtement, c'est quand qu'on trouve une solution à Kyrie Irving, en fait. Y a vraiment un souci, hein, et cette équipe n'est pas encore prête à pouvoir viser le titre. Là, mais d'un autre côté, ça tombe bien, parce que les playoffs, c'est dans 5 mois. Donc, ils ont le temps, on va dire. En tout cas, des solutions, ils en ont. Nuggets, ce sera difficile pour eux. Ils ont perdu le jeune Porter Junior, là, apparemment pour une bonne durée. Dommage. Pacers, un début de saison assez dégueulasse, finalement. Ça, c'est une vraie déception pour moi. Pelicans, que dire des Pelicans sans Zion? Ça redresse la tête depuis quelques matchs, et auparavant, c'était une catastrophe totale. Bon, ok. Que dire des Pelicans, franchement, à part qu'on a envie de sortir les mouchoirs, quoi, pour pleurer. Pistons ne montrent pas de mauvaises choses, mais globalement, non, ça va. Ils font ce qu'on attend d'eux, en fait. Les Raptors aussi font ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire qu'ils se battent, ils ont un projet cohérent. Bon, il y a le petit cas Goran Dragic, voir un petit peu ce qui va être fait, ce qui va être coupé, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre personnel qui va se régler rapidement. En tout cas, il y a une cohérence de projet, je trouve que c'est agréable à regarder, les Raptors. Attention, on rentre dans du sale. Rockets, est-ce qu'on pourrait pas trouver un petit compromis pour que John Wall aide un petit peu cette équipe? Par pitié. C'est pas possible. Il faut voir autre chose, parce que là on n'a même pas envie de regarder. Donc je sais pas quel respect ont les dirigeants pour leurs fans, mais c'est quand même vraiment dégueulasse, vraiment pas beau à voir. Les Spurs, écoutez, j'avais envie de vous en parler, donc on va le faire un peu plus longuement, après avoir juste mentionné des Suns qui font vachement plaisir à voir. J'adore ces Suns, et honnêtement, je ne raterai un match des Suns pour rien au monde, ou presque, tellement c'est passionnant à voir jouer. Une équipe cohérente, une équipe magnifiquement organisée, avec des individualités qui font plaisir. Donc, le contraire du Thunder, qui par moments fait plaisir, et à d'autres moments lâche et joue de manière totalement inconsistante. Sam Presti, c'est quand que tu utilises tes tours de draft et que tu te décides enfin à monter quelque chose? On sait pas. Mec attend la draft. Donc, ok, très bien. Les Wolves, finalement, c'est pas si mal. Hein, on a connu pire, on va dire. Donc, c'est déjà encourageant de voir ça. Même si D'Lo n'est pas franchement tout le temps au top. Edwards, il y a des hauts et des bas. Kat, ça va. Je trouve pas que cette équipe soit dégueu, en fait. Ils sont plutôt sur la pente ascendante. Blazers, ça a pris un peu du temps par moment à trouver ses marques. On se demande si en fait ils sont pas déjà sur un plafond qui finalement les limitera toujours à une 5-6e place, quoi.
Je suis assez circonspect par rapport à leur situation, quoi. Je pense pas qu'il y ait d'amélioration notoire en vue. Donc voilà, est-ce qu'ils vont décider de faire exploser ou pas à un moment donné, ou alors est-ce qu'ils vont se satisfaire de cette position de presque contender. Warriors, franchement, la classe. La classe, cette équipe nous montre des choses superbes depuis ce début de saison. Je vous dis, j'ai adoré le Steph Curry show, quasi permanent. Je trouve incroyable ce que fait Jordan Poole. J'espère qu'il continuera à le faire quand il sera peut-être... Il y aura des minutes amoindries par le retour imminent de Klay Thompson. On a dit avant Noël, donc c'est pour bientôt. Et pour ce qui est des Wizards, c'est quand même du plaisir de voir que cette équipe a enfin un comportement qui va redonner de l'espoir à ses fans. Donc vraiment du plaisir de voir ces Wizards. Voilà, je vous ai très modestement donné mes avis et on va tout de suite enchaîner avec quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Alors on va faire télécharger une classe de draft. Je vais prendre l'habituel, on va pas s'en priver. Tiens, allez. Voilà, les petites histoires. La boxe. Libère-nous toute ta puissance. Par pitié. Oui, donc alors on va regarder un petit peu ces Spurs là. 6 et 13 au jour où je parle. Je trouve ça par moments un peu honteux. Je trouve ça un petit peu regrettable de voir cette équipe se comporter comme ça de manière globale. Alors, dans le détail des choses, jusque-là, si on regarde en NBA l'aspect offensif, on va s'apercevoir que on retrouve des équipes qu'on avait forcément identifiées comme étant parmi les meilleures attaques. Lakers 13e, j'ai envie de dire waouh. Bulls seulement 15e. C'est aussi une observation qu'on peut faire, parce qu'on ne les attendait pas nécessairement à ce niveau-là. On pensait que les Bulls seraient une mauvaise défense et une attaque peut-être pas élite, mais top 10. Ben, c'est pas le cas, elle est average, alors qu'elle est défensivement très forte, on va le voir juste après. Spurs, 22e attaque. Bon, ok. Déjà, ça augure pas d'une suite phénoménale. Et puis après, au niveau du côté défensif des choses, donc on est sur l'évaluation défensive, le defensive rating qu'on trouve sur le site de la NBA ou sur n'importe quel site spécialisé en statistiques avancées et en statistiques NBA tout court. Vous allez avoir Clippers, Warriors. Oui, parce qu'on parle de l'attaque des Warriors, mais il y a aussi leur défense. Cavs, bon, qui marquent peu, mais qui encaissent peu. Donc c'est une façon de voir les choses. Timberwolves. Alors là, est-ce que vous auriez attendu les Timberwolves 4e au defensive rating sur une vingtaine de matchs? Pas nécessairement. Celtics, comme quoi il y a quand même des bonnes choses avec Udoka. C'est offensivement que c'est la Bérésina. Bucks, on n'est pas surpris. Bulls, énorme quand même. Bulls, 7e défense. Si ça, c'est pas une surprise, honnêtement, bravo. 8 Jazz, 8 9, 10 pour Pacers, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. On est donc sur une défense qui est 16e du côté des Spurs. Peu d'équipes ont une évaluation négative à ce stade-là, et pour autant, écoutez, c'est le cas des Spurs. Alors, Magic, Pistons, Rockets, Thunder, Pelicans, Grizzlies sont bottom, et Spurs se retrouve 9e. Voilà. 9e, bon, ok. Comment est-ce que ça joue? Si on veut regarder comment est-ce que ça joue, on va par exemple se dire qu'il y a
les ballons perdus, la pace va être intéressante. Pour ce qui est du soin apporté au ballon, regardez par contre, voilà, Spurs, ça c'est quand même assez traditionnel. En général, on prend soin du ballon. On prend soin du ballon. On n'est pas forcément parmi les équipes qui tentent le plus de shoot à 3 points, voire même on est celle qui en prend le moins, donc ça c'est très intéressant. On est aussi celle qui en met le moins. Voilà, on a compris. Ça s'est remis à ne pas beaucoup shooter à 3 points du côté des Spurs. Donc déjà là, je suis heureux. Je suis heureux parce qu'on va pouvoir proposer autre chose que du shoot à 3 points à tout va. Il y a comme ça pas mal de petites choses, moi, que je trouve à signaler. Sur le plan des minutes, hein, parce qu'il faut commencer par là, qui joue beaucoup dans cette équipe? On a le Dejounte Murray, qui a 35 minutes quasiment, avec une adresse au lancer franc bon, qui s'accepte, on va dire, avec un pourcentage de shoot à 3 points qui est peut-être moins pire que ce qu'il a déjà été. Pourtant, il en prend pas un volume immense, mais il en quand même prend 4 par match. Un pourcentage au tir global qui est dû essentiellement, en fait, il rattrape sa maladresse extérieure par une très très bonne capacité à slasher. Dejounte Murray ne s'est pas réinventé, il est toujours ce joueur, regardez, fort défenseur, avec une vraie envergure, sur les lignes de passe, avec 8 passes, plus de 8 rebonds et presque 20 points. On est donc sur un super bon projet. Je me marre, vous savez quoi? Il y a 3 ans, je crois, quand j'avais proposé des vidéos avec les Spurs, certaines personnes, après c'est pas grave, on a tous le droit de dire des bêtises, mais s'étaient moqués de moi en fait quand je disais que Dejounte Murray était un joueur en lequel je croyais et je pensais que c'était un vrai style. Hein, c'était dans les dernières positions du premier tour de sa classe de draft, regardez, 29e en 2016. Il me semble que quand on a un joueur à 19-8-8, on est sur tout sauf un bust. Et honnêtement, ce mec-là justifie quasiment à lui tout seul, pour moi, de jouer avec les San Antonio Spurs. À côté, on a quelqu'un qui avait émergé la saison dernière, qui s'appelle Keldon Johnson, qui a aussi plus d'une trentaine de minutes par match. Regardez, il a 31 minutes. Voilà. Je regarde les temps de jeu parce que je vais essayer d'être un poil en cohérence avec les temps de jeu jusque-là. 15 points, 6 rebonds, adresse à 3 points à 40%. Voilà ce que je retiendrai de positif pour Keldon Johnson. 6'5", c'est pas énorme au niveau de la taille, mais c'est marrant, on est aussi sur un 29e choix, comme Dejounte Murray. Donc c'est intéressant d'arriver à faire comme ça du bon avec des joueurs qui n'étaient pas forcément pressentis comme étant très très précieux pour la ligue. En tout cas, les GM s'étaient pas battus pour les avoir l'année de leur draft. Pour ce qui est de Derrick White, et là vous commencez à voir un truc rigolo, 29e choix 2017, premier tour. C'est assez amusant, donc quand même, avouez-le. 29e choix du premier tour pour ces 3 mecs-là. On est sur un joueur qu'on connaît, hein, c'est de l'adresse externe, ça va être de la défense, ça va être un profil peut-être un peu insuffisamment complémentaire de Dejounte Murray, mais en revanche, pour ce qui est de se succéder à la main, ça peut être pas mal. En tout cas, moi, c'est plus comme ça que je vois les choses. Jakob Poeltl, un résidu du trade de Kawhi, lui, attention, il était haut, il était drafté haut. C'était quand même un 9e choix 2016. Après, 2016 n'a pas forcément été l'année sur laquelle la draft a été la mieux, on va dire, pensée par les gens qui ont choisi. Donc voilà, 12 points et demi, 9 rebonds. J'ai envie de dire que ce gars-là se fait une petite carrière NBA bien solide
et qu'il est loin de voler cette carrière, il la mérite amplement. C'est un vrai bon joueur. Évidemment, c'est pas un mec flashy, vous le retrouverez pas trop dans les highlights, mais c'est toujours intéressant. Le petit Eubanks fait le boulot. Pour moi, Thad Young, faut se calmer, c'est pas, enfin voilà, c'est pas un pivot quoi. Donc Thad Young, moi c'est quelqu'un que je resituerais au poste 4, sans problème. Donc le jeu, je ne partage pas l'avis du jeu. Un autre chouchou, Lonnie Walker, un temps de jeu quasi comparable à celui de Doug McDermott. Donc on va voir que ça donne 10 points pour chacun. Intéressant, Lonnie Walker. Moi j'aime bien le voir jouer, je le trouve vraiment fun. Et puis ensuite, après, on a du Bates Diop. Moi j'aime bien Bates Diop aussi. Bryn Forbes. Ah, évidemment, c'est plus du shoot, Exter. Vous allez me dire, enfin un shooter dans cette équipe. Pour être précis, il y a quand même aussi Derek White, qui n'est pas non plus maladroit. Et puis, le jeune Vassell, qui doit être vu. Alors, Vassell, c'est un joueur à qui il va falloir donner du temps, bien évidemment. Et le petit Josh Primo, ça c'est le rookie de cette année. C'est quand même un choix numéro 12. Donc allons-y gaiement. Choix numéro 12. Il faut lui donner du temps. Devin Vassell, choix numéro 11 de l'année précédente. Il faut lui donner du temps. Donc voilà. Voilà un peu ce qu'on a à faire. Le petit Trey Jones. Vous voyez, tout ça, c'est couvé. On protège ces joueurs-là. Ils n'ont pas encore joué. Le recrutement de Zach Collins n'est peut-être pas le plus heureux du monde. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça n'a pas donné grand-chose. Et par contre, voilà, moi, je vais essayer d'insister un petit peu sur Vassell et Primo, avec quand même un avantage à Vassell, qui a un overall un peu plus développé. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Ça va nous donner des possibilités assez intéressantes. Ouais, je le disais, Young, c'est pas possible. C'est pas possible. On va se calmer un petit peu. Je n'aime pas en fait qu'on mette Thad Young en pivot, même si on me dire ouais, il peut jouer pivot, oui, mais c'est vrai, ouais. Peut-être gens qui peuvent jouer pivot, mais moi je préfère Thad Young en 4 en fait, pour être précis. Je préfère Thad Young en 4. Alors ça va lui baisser un poil son overall. Pas grave du tout. Mais on va avoir ici un meilleur équilibre, je pense. Et puis après, faut faire une petite rotation avancée. Faut faire une rotation avancée. Pas faire de transfert, bien évidemment, à ce stade-là du jeu. Collins, Landale, hors des 13. Ça paraît logique. Je pense qu'il faut absolument faire. Et il y a des valeurs sûres en fait dans cette équipe-là. Moi, la carte que je jouerais ne serait pas celle de Keldon Johnson majoritairement en 4. Ce serait davantage une carte de ce style-là où on va durcir en fait le secteur intérieur, puisque Poeltl n'est pas non plus le joueur le plus mobile du monde. Donc je mettrais quelqu'un qui est capable de changer, capable de faire du sale boulot, comme Thad Young dans le 5. En tout cas, c'est un très très bon joueur, Thad Young. Et après, c'est vrai que j'aurais plus tendance à utiliser Derek White comme un joker. Et je ferai starter, mais il a déjà starté cette année, Lonnie Walker. Je ferai plutôt starter Lonnie Walker. Alors, ce que je me suis attaché à faire, c'est essayer de varier les associations, mais aussi d'en privilégier d'autres. Alors, je me suis dit par exemple que quand quelqu'un comme Bryn Forbes est sur le terrain, il est peut-être souhaitable. De toute façon, le poste 1, il est toujours bien défendu. Et le poste 3, il est... Ouais, Vassell, c'est un bon défenseur. Il est toujours bien défendu, le poste 3. Donc, c'est-à-dire que sur l'extérieur, quand on a Bryn Forbes sur le terrain, il n'y a que le poste derrière qui peut être mal défendu.
où il peut y avoir des, des arrières adverses qui s'éclatent. Puis après, voilà, j'ai un peu suivi ce principe-là, avec un petit passage en small ball. Allez, on va être sympa. On va être sympa, un petit passage en small ball, c'est la reprise de la mi-temps, où on met du petit Thad Young au poste 5. Oui, je sais, j'ai dit l'inverse tout à l'heure, mais attention, il y a une marge entre le faire jouer 6 minutes à la Draymond Green, avec un shooter, McDermott autour, Vassell qui shoot également bien, White qui shoot bien, Forbes qui shoot bien. C'est une petite séquence small ball à tester manette en main. Non, et puis voilà, après, laisser quand même des petites minutes à Eubanks, même si je vous avoue que je suis pas fan du tout en fait. Pour avoir déjà vu jouer, je pleure. Je pleure quand je le vois. Mais bon, allez, tout le monde a le droit de jouer un peu tout de même. Voilà, donc ça nous donne petite rotation comme celle-ci. Après, clairement, même si on étend un peu la rotation, on va rester sur des petites préférences qu'on imagine, Murray, Johnson, et puis une troisième option qui pourrait par exemple être Derrick White en sortie de banc, par exemple, hein, on pourrait aussi demander à McDermott de prendre beaucoup de shoots. Bref, voilà, des choses habituelles. Ah, je pense qu'il faut protéger la raquette hein, avec les Spurs et être assez physique en défense. En fait, j'aimerais les voir se battre un petit peu plus. J'aimerais que cette équipe ne fasse pas preuve par moment d'autant de nonchalance. Je trouve que c'est pas assez combattant pour moi. Après, me dire peut-être ça manque de talent, hein. C'est peut-être ça, hein, mais il y a quelque chose de l'ordre de la défense qui est juste indispensable. Après, il y a quelques petits entraînements individuels hein, dont on se doute qu'ils peuvent être améliorés. Par exemple, polyvalence de Murray, ça fait aucun doute. La polyvalence de Lonnie Walker ne fait pour moi pas de doute non plus dans ce qui est demandé, bien sûr. Voilà, il y a comme ça un certain nombre de petites choses. Vous savez que c'est ma petite marotte, j'en parle des fois. C'est polyvalence pour les joueurs les plus importants de mes équipes. Je vise vraiment la polyvalence. Quelqu'un comme Devin Vassell doit être développé, mais encore en 3&D. Hein. Désolé de revenir toujours à ça, mais pour moi, c'est sur ce registre-là que Devin Vassell doit être développé. Et il ne faut pas oublier d'avoir un projet pour Trey Jones. Donc, hop, petite polyvalence. Et Primo. Primo, en plus, il se trouve que c'est quelqu'un qu'on laissait tout de même supposer être mec plutôt polyvalent, justement. Bon, à voir. Pouvoir se tester assez rapidement sur une équipe qui est en plus assez intéressante à affronter, c'est les Trailblazers qui sont hors des playoffs au moment où on parle, même s'il y a le play-in, hein, donc ils sont quand même très très proches de pouvoir y être. En tout cas, ils sont pas dans les 8, voilà, c'est tout. Il faudrait que Touquet refasse ces petits tableaux là, avec l'apparition du play-in de nos jours. Spurs, on vise pas la qualif, on vise juste une attitude décente. Alors, est-ce qu'il y aura moyen d'avoir cette attitude décente en match face à une équipe quand même assez bonne hein. Portland, c'est quand même du danger souvent venu de McCollum et de Damian Lillard, donc le backcourt. Avec, vous voyez, ça m'étonne de positionner comme ça Larry Nance en 4 titulaires. Pour moi, c'est tous les jours Covington dans la NBA actuelle qui doit avoir peut-être un petit peu plus de minutes. On sait que le jeu en plus il a tendance à ne pas faire comme certains coachs, c'est-à-dire ils font starter un joueur mais en fait le mec va jouer 15 minutes quoi, c'est tout.
Non, si Nance va starter ce match, c'est qu'il va bien jouer au moins ces petites 27 minutes. Bon, voilà. Donc dommage pour le spacing des Blazers. Et puis bah voilà, bah, nous après, il y a pas mal de petites choses à essayer de tenter. Dans un deuxième temps, j'essaierai de bosser un peu les systèmes de ces Spurs, parce qu'on sait que le playbook des Spurs est toujours parmi les playbooks les plus sympathiques sur NBA 2K, avec celui du Heat aussi. En général, le playbook du Heat, il est assez tripant, tellement c'est sympa. Donc on joue de manière un petit peu plus simpliste au départ, c'est-à-dire qu'on crée des sorties d'écran, comme ici pour Keldon Johnson. On va créer également des petites situations de pick and roll. Et puis on va aussi essayer de voir s'il est possible de défendre convenablement, c'est-à-dire pas comme ça, où le switch défensif a été payé cash. Donc essayer d'éviter les échanges de défenseurs, voilà, hein, les switches, c'est toujours ces situations assez inconfortables pour la défense quand on se retrouve sous le panier avec un tout petit qui défend sur un Nurkic par exemple. Voilà, on connaît tout ça. Keldon Johnson artille pour un début de deuxième mi-temps où finalement il y aurait une petite tendance qui commencerait à se dessiner, à savoir que oui, on va être dans le match d'une part, et peut-être même que, regardez, voilà, sur ce type d'intervention défensive de Thad Young, on peut peut-être arriver à taper ce match et à pas se faire avoir par ces Blazers. Voilà, toujours pareil, hein, sur NBA 2K, quand on respecte certains fondamentaux et qu'on a peut-être un petit peu de réussite sur des shoots ouverts ratés par l'adversaire, si défensivement on tient un petit peu la route, il y a moyen après sur des actions offensives de jouer simple, mais de jouer efficace. Pas pour ambition le titre, hein, avec cette équipe. C'est plutôt une manière pour moi de revenir un petit peu aux vidéos là avant de vous reproposer du playoff, voir un petit peu ce que l'on peut faire avec ces San Antonio Spurs. Allez, ça revient. Voilà. On pensait que le match était plié. En vérité, il ne l'est pas. Et il va falloir serrer le jeu ici dans les 3 dernières minutes du 4e quart-temps. Regardez-moi ça. Pam! Le petit bloc signé Thad Young. Voilà, c'est le type de joueur que j'adore de toute façon, donc je suis convaincu de la surutilité de quelqu'un comme Thaddeus Young. Et par exemple, je suis un peu dépité d'un contrat à c'est combien, c'est 41 millions environ sur 3 ans qui a été donné à l'été par les Spurs à Doug McDermott. Non pas que McDermott, tiens, bouffe-toi ça mon grand, ça c'est signé Jacob Polter, voilà. Contrat de 41 millions sur 3 ans qui me fait mal au ventre. Ça, c'est cette propension qu'ont les Spurs depuis... Après, je dis pas que le mec les vaut pas, hein, attention. Hein. Je dis juste que il y a une propension à dépenser l'argent d'une manière qui est parfois contestable. Et ce, depuis environ 5 ans, je trouve. Il y a une manière de dépenser sur les free agents de 2e ou 3e catégorie qui me fait mal au ventre. J'ai pas en tête d'autres références, mais pour moi McDermott c'est dans la continuité de d'autres contrats qu'on a eu et qui étaient un petit peu désespérants. T'as du cap space, t'as moyen peut-être d'attirer un joueur qui va soit prendre le leadership de l'équipe, soit au minimum être une 2e ou une 3e option, surtout lorsque tu as DeMar DeRozan qui part. Et finalement, c'est assez décevant de se retrouver avec de l'argent jeté de cette façon-là. Encore une fois, c'est pas la première année que je me dis ça. Donc, on fera un petit coup d'œil sur les contrats un petit peu plus loin dans cette vidéo pour préciser un petit peu voilà ce que je voulais dire par là. Allez, un match beaucoup moins évident face aux Warriors qui positionnent Bjelica
en 5, j'adore. C'est amusant parce que finalement, avec ce 5-là, malgré l'absence de Klay Thompson, ils ont une foule de solutions. Et ouais, j'aime pas Bjelica pivot, mais finalement, ce 5-là, il est redoutable. Surtout quand vous avez Otto Porter, bref, je vais pas vous la faire. Les Warriors, on connaît l'effectif. J'en ai déjà parlé, et puis j'en reparlerai très très bientôt, puisque j'ai des playoffs à vous proposer dans la partie de My League, avec notamment Philadelphie et les Warriors. Ce qu'on notera juste, c'est que j'avais au tout début essayé de prendre en 1 contre 1 Steph Curry avec DeJounte Murray, ce qui peut être une option amusante, hein. Mais le problème, c'est que du coup, je subis des backdoors, je subis des coupes vers le panier, je subis le jeu en mouvement intelligent des Warriors, et du coup, je me dis que finalement, prendre le contrôle du poste 4 ou du poste 5 pour essayer de conserver la possibilité de jouer en aide défensive est meilleur, parce que si je défends sur le porteur, tiens, bien joué Wiggins, si je défends sur le porteur de balle vis-à-vis des Warriors, j'ai un petit peu tout faux, puisque l'essentiel se passe souvent loin du ballon. Voilà, donc manière de voir les choses en tout cas. Ça se passe pas génialement bien, hein, ce match, hein. On a du Steph Curry de gala. Il y avait quelques paniers assez improbables, comme le 3 points d'Iguodala ou le Wiggins à la James Harden juste avant qu'on avait vu. C'est vrai que du coup on se retrouve à forcer un petit peu. C'est toujours ça quand on n'a pas le score. On se retrouve peut-être à prendre des shoots qu'on n'aurait pas pris sinon, et eux ils se font des petits pick and roll Draymond Green, Bjelica, pick and pop d'ailleurs, de toute beauté. Bon, heureusement, les 3 points d'Iguodala ne rentrent pas tous, mais regardez, ce qui va être peut-être le problème principal de ce match, on l'a vu, et on le reverra, c'est le rebond offensif. Voilà, j'étais dans l'incapacité de poser mes blocs, de poser mes écrans en retard. J'étais en déficience de rebond défensif sécurisé, ce qui a donné des secondes chances. Et malgré ici un très joli panier de Bryn Forbes qui nous remet à -5, il va falloir sur cette fin de match corriger. Regardez, voilà, là, Iguodala qui passe devant McDermott. Voilà, typiquement, il ne serait pas passé devant Thaddeus Young ou même Keldon Johnson positionné en 4. Donc un petit peu énervant, hein, faut le dire, ces actions-là. En même temps, il y avait qu'à poser un meilleur bloc retard, il fallait prendre le contrôle de McDermott, etc. Donc c'est intéressant. Là je sors parce que je veux éviter que Curry puisse prendre son shoot en toute quiétude, puisque son défenseur avait du retard, était pris dans un écran. Allez, ça joue, il reste 1 minute. Le Dej va-t-il nous ramener? Oui, non. Ah là, la souffrance. Souffrance de ne pas avoir mis ce panier-là. Et en plus, non, on va pas encaisser le panier en contre-attaque, puisqu'il y aura un retour de Thad Young. Si le jeu est complètement dingue, ça passe d'un panier à l'autre, on revient à -2. Et là, 47 secondes, il y a quelque chose à jouer. -2, 47 secondes, il faut surveiller les positions de shoot externe. Faire attention à Steph Curry, il fallait pas lui laisser le cylindre. Il fallait venir poser une main devant Steph. Et ce panier sera finalement le panier de la gagne, puisque derrière il y aura des lancers, parce qu'il y avait moins de 24 secondes, obligé de faire faute. On va foirer une dernière action. On a été calamiteux à 3 points et on perd le match sur les rebonds offensifs. 6 rebonds de plus offensifs sur un volume de rebonds défensifs égal ont été pris par les Warriors. Bon voilà, la diff elle se fait là. Plus 6 au rebond offensif. C'est dommage, hein, parce que même sans adresse, il y avait peut-être quelque chose à faire tout de même. En plus, Steph Curry a quand même été limité à 12 sur 34 en extrapolé. Bjelica n'a quand même pas non plus brillé tant que cela. Et côté Spurs, la stat qui fait le plus mal, elle se situe à 3 points, puisque l'extrapolé nous donne du 4 sur 25. Voilà, il y a des axes de progression, il y a des choses à améliorer. Puis il y avait aussi autre chose que je n'ai pas fait et qu'il faut absolument faire quand les joueurs jeunes en lesquels on croit ne jouent pas. Il faut absolument leur mettre une intensité très élevée si l'on veut
optimiser leur progression, donc valable pour Primo et Trey Jones. Les deux bénéficient de ça, donc c'est chose faite. Et le programme est réjouissant, parce qu'après avoir joué les Warriors, maintenant on se retrouve face aux Suns. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de matchs faciles pour ces Spurs, là en tout cas. Côté contractuel, j'en parlais un peu avant, côté contractuel, il reste encore 2 années après celle-ci pour Dejounte Murray. Il restera peut-être un contrat à anticiper pour l'année suivante vis-à-vis de Keldon Johnson à l'été qui vient, puisqu'il n'aura plus qu'une année de contrat. Pöltl pourrait aussi être prolongé selon moi. White a un joli contrat. Il y aura quand même une jolie masse salariale disponible pour, par exemple, arroser Walker autour de la dizaine de millions, très probablement. McDermott, ça pèse. Et puis sinon, voilà, il y a quand même un certain nombre de contrats qui vont se libérer. Je suis content qu'il y ait une option sur Zach Collins, parce que je n'ai pas une foi inébranlable en le garçon, ex-Blazers, et honnêtement, ouais, j'ai pas une estime de fou en fait sur ce joueur-là. Lonnie Walker ne veut pas re-signer. T'inquiète mon petit, ça va s'arranger ça. On va trouver une solution à la free agency. Et puis sinon, du côté des agents libres, au cas où on voudrait vraiment faire un push pour essayer d'accrocher le play-in, par exemple, il y aurait mon ami Chris Dunn, mais alors là, pour le coup, ça ferait un doublon total avec Dejounte Murray. Mais pas mettre Chris Dunn dans la même équipe que Dejounte Murray, là, pour le coup. Après, il y a le retraité J.J. Redick, le Shumpert qui a gagné, je crois, une histoire de danse avec les stars et tout aux États-Unis. Il y aurait James Ennis. C'est pas mal, ça. Ce serait un joueur d'expérience qui peut rapporter. Puis sinon, dans le registre, je vais chercher un intérieur qui a été un peu méprisé par la franchise où il était. Il y a Reggie Perry, puisque les Nets ne l'avaient pas re-signé à l'été. Il avait été, entre guillemets, coupé sur son contrat rookie, mais je crois que c'était un deuxième tour, donc ça leur a rien coûté, bien évidemment. Côté pivot, il faut quand même dire que Eubanks, ça sucks. En fait, c'est pas terrible. On retrouve des vestiges de draft précédentes comme Ton Maker, des gens en gros qui vont en direction de l'Europe ou de la Chine, IRL, ou si ce n'est pas fait, cela va se faire. Voilà, un petit avant-goût de ce que peut être un début avec les Spurs en commencer maintenant. Je vous proposerai la prochaine vidéo qui sera des playoffs avec Philadelphie et Golden State. Donc à très vite, environ une semaine après cette vidéo-là, je pense. On va essayer de rester dans ce délai-là au cours des prochains temps. Voilà, portez-vous bien. Vive la NBA. Bon plaisir à tous. Et puis Steph Curry, c'est dans pas longtemps. Bye bye.